Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de prolifération nucléaire, qui est un risque ou du moins un thème qui court un peu sur toutes les lèvres en ce moment face à l'évolution rapide de la diplomatie trumpienne avec les alliés des États-Unis. J'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Camille Grand, Distinguished Policy Fellow à l'ECFR, c'est toujours un titre aussi formidable, l'European Council on Foreign Relations, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN également, dont on a parlé récemment à ce micro de vos années à Bruxelles lors du premier mandat de Donald Trump. Et je vais préciser aussi que vous travaillez depuis très longtemps sur ce qu'on appelle pudiquement les affaires stratégiques, ce qui peut recouvrir plein de choses, mais désigne très clairement en France le nucléaire et la dissuasion, aussi bien dans différents ministères régaliens qu'en tant que think tanker depuis. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le podcast. Merci de cette nouvelle invitation. Et ensuite Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, où vous êtes responsable du programme dissuasion et prolifération. Bonjour Héloïse. Bonjour Alexandre. Alors je l'ai dit, mais on parle beaucoup de prolifération nucléaire depuis quelque temps, ce qu'on entend donc de manière minimale par l'intention de nouveaux États de se doter de l'arme nucléaire, en tout cas d'une capacité de dissuasion. Encore il y a quelques jours, avec le probable futur chancelier allemand, Friedrich Merz, qui disait qu'il faudrait discuter avec la France ou la Grande-Bretagne pour voir si un partage nucléaire, ou au moins une sécurité nucléaire, pourrait s'appliquer à l'Allemagne de la part de ces deux pays. Ce qui est évidemment très frappant, je pense qu'on reparlera du cas de l'Allemagne en détail, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un changement radical et une phrase qui aurait sans doute été impensable il y a quelques semaines ou quelques mois. Mais il n'y a pas que Merz, et ça fait quelques jours que c'est un thème qui est un peu dans tous les esprits, voire sur toutes les lèvres, certainement depuis la conférence de Munich, qui a clairement marqué la fin de quelque chose dans l'Alliance Atlantique. Mais en fait, ça fait déjà plus longtemps qu'on le sent venir. Je peux dire qu'on avait évoqué avec Camille la possibilité d'en faire une émission il y a plusieurs semaines, même des mois maintenant. Donc c'était déjà un peu dans l'air, dans les milieux bien informés que vous fréquentez. Et c'est intéressant parce que si on dézoome, on peut dire qu'on se situe dans un système de non-prolifération qui était malgré tout très stable depuis la fin de la guerre froide. On a eu des inquiétudes ponctuelles qui sont plus que des inquiétudes sur la Corée du Nord ou des inquiétudes sur l'Iran. Mais en fait, il n'y a qu'un seul pays qui est vraiment proliféré depuis 1991, c'est la Corée du Nord, ce qui est peu à l'échelle du ciel. Je crois avoir lu quelque part que la moyenne c'était un pays tous les 7 ans. On est bien en dessous. Et c'est un système qui reposait très largement sur les États-Unis, à la fois sur leur capacité à rassurer leurs alliés avec leur dissuasion élargie, qui dispensait ces alliés d'avoir à acquérir des armes, mais aussi sur leur capacité à dissuader d'autres pays de se lancer là-dedans, avec un pouvoir de sanction qui était très fort. Et là, ce qui est donc en train de se produire avec la nouvelle administration américaine, c'est très clairement au moins un affaiblissement de cette capacité de réassurance, puisque en ce moment, et vu la rhétorique trumpienne, je ne sais pas qui peut se dire à l'heure actuelle que les États-Unis de Donald Trump risqueraient d'engager leur capacité nucléaire et donc la destruction de leur territoire en retour pour protéger un allié, donc de risquer Washington pour Berlin ou Budapest, selon l'expression plus ou moins... On mélange les capitales, parfois c'est Washington, parfois c'est New York, c'est Paris, Tallinn ou Vilnius, mais l'idée est la même, de risquer son territoire pour des alliés. Dès lors, il y a plein de questions à se poser pour tous ces pays en Europe, mais pas seulement, et aussi un certain nombre de questions sur le rôle de la France là-dedans. Mais avant d'entrer dans tout ça, j'aurais aimé commencer peut-être par un petit tour d'horizon pour replacer les choses sur la carte du nucléaire du monde, en quelque sorte, et peut-être de commencer par les pays qui ont l'arme officiellement, donc ouvertement et sans avoir contrevenu au traité de non-prolifération, donc c'est les 5 qu'il avait avant 1970, qui sont aussi ceux du Conseil de sécurité de l'ONU, États-Unis, Russie, Chine, France et Grande-Bretagne. Mais une fois qu'on a dit ça, surtout voir un peu où ils en sont et quelle est la dynamique dans leur stock et dans l'état de leur capacité nucléaire chez ces 5 grands pays. Je sais pas qui veut... Je peux commencer. Donc on voit en fait quand même une augmentation en Chine de l'arsenal nucléaire chinois, qui est actuellement le seul État doté de l'arme nucléaire, donc l'un des 5 EDAN, a vraiment accéléré son programme. Ils avaient environ 250 têtes nucléaires stratégiques en 2020, et là ils en sont à entre 500 et 600, et les États-Unis estiment qu'en 2030 ils auront 1000 têtes nucléaires stratégiques, et donc ils auront une sorte de quasi-parité numérique avec les États-Unis et la Russie, si les États-Unis et la Russie n'augmentent pas entre-temps leur propre stock d'armes nucléaires. Donc c'est actuellement le seul EDAN qui augmente son arsenal, mais les autres États ne réduisent pas le leur.
Il y a au contraire des dynamiques possibles d'augmentation, en tout cas en Russie et aux États-Unis, parce que le traité New Start, donc qui limite entre les États-Unis et la Russie le nombre de têtes nucléaires stratégiques déployées à environ 1500, expire en février 2026. Alors Vladimir Poutine a récemment déclaré qu'il ne fallait pas oublier ça et qu'il allait travailler à remettre sur la table un successeur à New Start, mais c'est quand même assez improbable. Et donc en fait, dans ces deux pays... Vous voulez dire que l'ambiance entre les États-Unis et la Russie ne se prête pas tant que ça à des négociations? Non, malheureusement, même sur des sujets aussi sérieux que la maîtrise des armements, c'est assez difficile à imaginer. Même si, après, Donald Trump, il n'est jamais à l'abri d'une surprise. Il a même parlé d'une nécessité de dénucléariser le monde, surtout en fait pour faire des économies, parce qu'il se rend compte que les armes nucléaires, ça coûte cher. Mais donc, on est clairement en fait sur une dynamique d'augmentation du stock d'armes nucléaires dans le monde, donc au sein des 5 États dotés, et puis aussi au sein des autres États donc possesseurs. Donc, ce sont les États qui ne sont pas signataires du traité de non-prolifération et qui ont des armes nucléaires. Donc, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Bon, la Corée du Nord étant signataire du TNP, mais s'en étant retirée. Et là aussi, surtout en Corée du Nord, on voit une dynamique d'augmentation. Juste pour rester, donc là, on a évoqué la Chine qui augmente, la Russie, ils sont par ailleurs, leurs ressources sont bien drainées. Les États-Unis, on ne sait pas, mais ils sont en renouvellement. Les deux derniers, c'est quand même la France et la Grande-Bretagne. On sait que dans la LPM, il y a beaucoup d'argent pour le nucléaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce que ça représente et aussi parallèlement, de l'autre côté de la Manche, des efforts ou pas qui sont faits là-dessus? Non, je crois que ce qui est intéressant, et pour compléter un petit peu ce que vient de dire Héloïse et en allant dans la même direction, on a 3 mouvements. On a le mouvement de fin du désarmement. Pendant 20 ans, quand on parlait de nucléaire, on parlait de désarmement et du rythme du désarmement. C'est terminé. Il n'y a plus de pays qui désarment. Et même les pays et les puissances nucléaires occidentales sont dans des phases de modernisation, de consolidation, voire d'augmentation, légère mais d'augmentation. La SDR britannique a annoncé un nombre de têtes déployées en hausse. Et ça va probablement être confirmé dans la nouvelle Strategic Defense Review. Donc on voit vraiment un mouvement général on pourrait dire, de renucléarisation des relations internationales, avec une dynamique qui était initialement proprement asiatique, avec la modernisation et l'accroissement de l'arsenal chinois, les courses aux armements indo-pakistanaises, les dynamiques au Proche-Orient, mais maintenant qui est assez globale, avec, pour les puissances nucléaires établies, un mouvement de modernisation très rapide et très fort de la Fédération de Russie, qui a été décidé par Vladimir Poutine et affiché comme étant une priorité stratégique depuis une décennie, et qui est maintenant suivi par un effort de modernisation considérable du côté américain, qui va mobiliser des grosses ressources financières pour mettre à jour l'arsenal américain, mais également du côté britannique et d'une certaine manière du côté français. Donc on est sur plutôt des trends d'investissement en hausse, avec un besoin d'investissement dans l'outil nucléaire qui ne va pas se démentir dans les années qui viennent. Si on dézoome un petit peu pour parler des autres pays, donc les pays qui ont proliféré, alors vous les avez déjà évoqués, Héloïse, donc il y a Israël, même si c'est censé pas être... voilà, tout le monde le sait. L'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord. Globalement, chez ces pays qui s'en sont dotés, qui, a priori, à part la Corée du Nord, mais ne le clament pas sur tous les toits, parce que c'était quand même un peu interdit, c'est quoi la dynamique du moment? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont dans ce mouvement de « OK, tout le monde remet des têtes, donc il faut qu'on en remette aussi », ou est-ce que eux se sont en quelque sorte fait leur capacité de dissuasion, et ils restent un peu là où ils en sont? Alors déjà, il faut se rappeler que ce n'était pas interdit en soi. Étant donné qu'ils n'avaient jamais signé le TNP, ça n'était pas interdit pour eux de développer des armes nucléaires, même si effectivement, ce n'était pas forcément très très bien vu au niveau de la communauté internationale. C'est 68-70, voilà. La signature c'est en 70. Et donc vu que l'Inde et le Pakistan n'avaient jamais signé le TNP, quand ils ont fait leurs essais nucléaires en 98, techniquement, ils n'étaient pas en illégalité vis-à-vis du TNP. Alors l'Inde et le Pakistan augmentent très lentement leurs arsenaux nucléaires, maintiennent une capacité de modernisation. Là, l'Inde a procédé à des nouveaux essais balistiques sans charge nucléaire. Alors le Pakistan semble toujours être dans une dyade en fait avec l'Inde, donc une dynamique d'action-réaction. En revanche, l'Inde voit l'émergence de la Chine, enfin la montée en puissance nucléaire de la Chine comme une menace pour sa propre sécurité et donc en fait réfléchit à faire évoluer sa stratégie nucléaire en fonction. Et donc on n'est plus sur vraiment une dissuasion strictement indo-pakistanaise, mais vers la création peut-être d'une sorte de triade
escalade, ou en tout cas une meilleure prise en compte par l'Inde de la Chine comme vraie menace nucléaire. Alors que la Chine ne voit pas vraiment, par contre, l'Inde comme une menace nucléaire. Et à côté, la Corée du Nord, ils sont complètement allumés comme d'habitude, puisqu'ils font des essais dans tous les sens de missiles balistiques. Effectivement, la Corée du Nord est parmi les puissance nucléaire hors traité de non-prolifération, celle qui a la dynamique d'investissement la plus lourde, d'investissement dans ses outils balistiques, avec la volonté affichée de disposer d'une capacité intercontinentale capable de frapper le territoire américain plus que symboliquement. Et c'est là, il y a un développement récent qui est intéressant, qui est la nouvelle amitié russo-nord-coréenne, qui... il y avait dans le passé un soupçon d'assistance russe sur le programme balistique. Là, on est passé du soupçon à la quasi-certitude sur l'idée que les Russes, en contrepartie des munitions et des soldats nord-coréens utilisés sur le front ukrainien, vont sans doute renforcer la capacité nord-coréenne de fabriquer des missiles de longue portée et d'opérationnaliser davantage leur dissuasion. Ce qui est très intéressant, parce qu'on commence à entrer déjà dans le cœur du sujet, mais c'est un peu un des grands changements, c'est aussi l'évolution de la position de la Russie, qui historiquement avait été un État plutôt attentif à la non-prolifération, aussi pour garder sa différence de statut avec le pacte de Varsovie, avec tout un tas de pays, et qui de plus en plus agissent un peu comme un rogue state, quoi, ou en tout cas, manifestement, ils jouent plus le jeu de la non-prolifération, notamment des 5 pays du Conseil de sécurité. Ça fait effectivement partie de la déconstruction de l'ordre nucléaire international par la Russie, déconstruction du désarmement et du désarmement bilatéral, déconstruction de la logique de la dissuasion pour passer à cette logique de sanctuarisation agressive, et déconstruction également en germe de la non-prolifération avec la coopération étroite avec Iraniens et Nord-Coréens, dont on ne peut pas dire aujourd'hui si elle a une dimension nucléaire militaire au sens strict, mais il est certain que l'assistance russe apporte à ces deux pays des cartes pour opérationnaliser une dissuasion demain. Et il est certain en tout cas qu'ils font plus pression, comme ça a pu être le cas à une époque, pour affirmer soit les sanctions, soit les actions américaines pour empêcher la prolifération. Ça a été le cas à une époque pour l'Iran, à l'époque de signature du JCPOA. Initial, la Russie était totalement dedans. Et puis là, depuis que Trump s'en est retiré la première fois, les Russes ne jouent plus non plus pour d'autres raisons aussi. Oui, alors on l'a vu effectivement, un changement de posture assez radical en fait en février 2022. 23 février 2022, les diplomates français en négociation à Vienne postent une photo sur Twitter en disant « Regardez, ça y est, c'est la feuille de route pour le retour au DCPOA, le lendemain du début de la guerre en Ukraine. » Et d'un coup, le retour au DCPOA, donc l'accord sur le nucléaire iranien, était en bas de la liste des priorités, malheureusement, de la plupart des pays. Et les Russes ont totalement changé, effectivement, de discours sur le DCPOA, passant de quelque chose qui quand même encourageait un retour au DCPOA à, au contraire, vraiment la préservation de leurs propres intérêts stratégiques et de la relation russo-iranienne aux dépens, effectivement, de problématiques plus larges et globales comme la non-prolifération. Après, à mon sens, ils n'ont pas intérêt actuellement à ce que l'Iran accède au statut d'État nucléaire, étant donné qu'il serait du coup moins facile à contrôler s'ils avaient une arme nucléaire. En revanche, une autre évolution qui est aussi intéressante, c'est de voir le potentiel très confirmé, transfert d'armes nucléaires russes en Biélorussie. Alors, vu que les Russes conservent un contrôle entier sur ces armes, on peut dire que c'est pas vraiment de la prolifération nucléaire, mais en tout cas, pendant des dizaines d'années, ils avaient critiqué l'OTAN qui fait de même avec le déploiement d'armes nucléaires américaines sur le territoire de certains pays otaniens dont on reparlera. Ils avaient critiqué vraiment ce partage nucléaire en disant que c'était contre le TNP, alors que c'était pas vraiment le cas. Et en fait, maintenant, ils se sont dit, bon, bah tant pis, on abandonne et on fait pareil. Juste pour ce que je fais pas souvent, ce que diraient les Russes. Ce que pourraient dire les Russes, c'est que les Américains ont aussi un peu arrêté de jouer entre-temps, notamment avec l'accord AUKUS, avec l'accord des sous-marins australiens, qui impliquait quand même de vendre des sous-marins à propulsion nucléaire à un pays qui n'en est pas doté, et que ça n'est pas, même si ça n'est pas la même chose évidemment, mais que disons que c'est pas un signe que les États-Unis sont aussi sérieux qu'à une certaine époque sur la non-prolifération. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que la Russie, qui a été effectivement
et c'était même l'objet du condominium soviéto-américain, l'une des grandes marraines du système de non-prolifération inventé dans les années 60 et du traité de non-prolifération. Ça a pris ses distances vis-à-vis de ce système. On parlait de l'Iran et également de la Corée du Nord, avec le fait que la Russie ne soutient plus les résolutions de sanctions vis-à-vis de la Corée du Nord et le durcissement de sanctions au vu des actions nord-coréennes. Du côté américain, moi je dirais les choses de manière un tout petit peu différente. AUKUS n'est pas une violation du traité de non-prolifération ou des règles dans ce domaine. Ça signale cependant, c'est vrai, une forme des États-Unis qui prennent progressivement un peu plus de liberté avec une lecture de la non-prolifération très rigoureuse qui avait traditionnellement été la leur. On l'avait vu avec l'accord 1, 2, 3 avec l'Inde au milieu des années 2000 où ils avaient finalement pour la première fois accepté qu'un pays bénéficie de transfert de technologie nucléaire civile tout en étant réputé proliférant. On l'a vu avec le même accord avec l'Arabie Saoudite et les Émirats dans des termes un peu différents, mais où on a aussi là des États-Unis qui ouvrent la porte à des coopérations nucléaires civiles, et évidemment avec AUKUS, où là, dans le cadre d'une coopération dans le champ militaire, mais propulsion navale, on voit des États-Unis qui acceptent de transférer de la technologie de propulsion navale, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Et de fait, de mettre l'Australie davantage en mesure de réfléchir à ses propres compétences nucléaires. Mais là, on est en train d'aller... Après, ça peut aussi faire des trucs de transfert intéressants, qui est que ça peut être un argument pour l'Iran de dire, oui, mais nous aussi, on veut des sous-marins nucléaires, donc c'est pour ça qu'on enrichit de l'uranium, parce que l'argument était repris. Demain, la Russie, qui a déjà transféré des sous-marins nucléaires à propulsion nucléaire à la Chine et à l'Inde, pourra utiliser cet argument pour transférer un SNA à l'Iran ou à la Corée du Nord, ce qui serait assez catastrophique d'un point de vue d'équilibre naval dans les deux régions concernées. Et enfin, on les aborde un peu par la bande, mais effectivement, c'est le dernier groupe des pays, c'est les pays qui n'ont pas l'arme nucléaire, mais qui tournent autour, qui rôdent autour. Alors évidemment, c'est l'Iran. Depuis le retrait du JCPOA, donc en 2018, tout le monde s'accorde à dire pour dire qu'ils l'ont pas, mais que ça peut aller vite, ça peut même aller très vite. En plus, l'Iran, c'est intéressant parce que ça marche un peu en binôme, parce que l'Arabie Saoudite n'arrête pas de dire que si les Iraniens en ont, ils vont s'y mettre aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire en quelque sorte de ces pays qui sont autour de la frontière ? L'Iran est en réalité aujourd'hui le seul véritable État du seuil nucléaire, c'est-à-dire un État qui a la capacité en quelques mois d'arriver à un engin nucléaire rudimentaire et en quelques années probablement d'opérationnaliser un embryon de dissuasion. C'est-à-dire qu'ils ont le matériau, il faut ensuite qu'ils réussissent à le monter. Ils ont des installations d'enrichissement, ils ont des savoir-faire, des techniciens, etc. Il y a d'autres pays qui s'intéressent, et on va en parler, y compris parmi les alliés des États-Unis, à une option nucléaire, mais qui en sont beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc l'Iran est le seul État qui soit véritablement un État du seuil, c'est-à-dire un État qui, tout en étant signataire du TNP, poursuit des activités extrêmement problématiques d'un point de vue de prolifération nucléaire, et n'est pas forcément, n'est même vraisemblablement pas dans le respect strict de ses obligations au regard du traité de non-prolifération et de l'agence vis-à-vis de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc on a un modèle qui était un modèle finalement assez courant, et je pense que ce sera intéressant d'y revenir historiquement, dans les années 60, de pays ayant une option nucléaire. L'Iran est aujourd'hui le seul qui soit vraiment dans ce cas-là et qui permet d'arriver à ce chiffre de 10 États pertinent sur le plan nucléaire, avec les 5 États dotés reconnus par le traité de non-prolifération, les 4 qui ont procédé, qui ont acquis une arme nucléaire hors TNP, et l'Iran comme État Israël et la Corée du Nord, voilà. Et l'Iran qui fait 10. Et alors, juste avant d'arriver, parce que ça va être un peu le cœur de notre discussion, parce que c'est évidemment ça qui change en ce moment, c'est les pays alliés, les pays de l'OTAN qui pourraient s'y intéresser. On peut préciser, il y a 2 cas, mais qui sont déjà des alliés des États-Unis, mais qui sont 2 cas intéressants. C'est en Asie, et notamment en Asie du Sud-Est. C'est la Corée du Sud, qui évidemment regarde un peu dans le blanc des yeux la Corée du Nord, donc la question se pose. Et aussi Taïwan, qui regarde un peu dans le... ou le Japon, enfin bon, qui sont des pays qui regardent un peu dans le blanc des yeux la Chine.
Pour d'autres raisons, je peux signaler, Héloïse, que vous avez publié très récemment un article dans la revue Champ de Mars là-dessus, que je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Voilà, où est-ce qu'on en est sur des pays qui, par ailleurs, et c'est un point commun avec les autres alliés des États-Unis, ont déjà eu des programmes nucléaires dans les années 60-70, les ont arrêtés. Où est-ce qu'ils en sont par rapport à ça ? Oui, donc officiellement, la Corée du Sud et le Japon, je mettrais Taïwan à part, étant donné qu'ils n'ont pas les mêmes libertés scientifiques, on va dire, et politiques que la Corée du Sud et le Japon. Donc ce sont deux pays qui sont officiellement protégés par la dissuasion élargie américaine, mais que ça ne les empêche pas d'avoir des craintes, évidemment, vis-à-vis de la crédibilité de cette dissuasion. Et c'est des pays, surtout, qui ont accueilli des armes nucléaires américaines pendant la guerre froide. Donc jusqu'en 1991 pour la Corée du Sud et jusqu'en les années 70 pour le Japon. Les Japonais devaient être ravis d'avoir tout un tas d'armes nucléaires sur leur territoire. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de critiques, des mouvements domestiques, et c'est ça en partie qui a conduit à au retrait des armes nucléaires du Japon. Il y a aussi quelques incidents, des bombardiers qui ont failli se crasher avec des armes nucléaires sous leurs ailes, parce que la sûreté nucléaire dans les années 70 n'était pas celle qu'on a aujourd'hui. Mais ce sont des pays où des armes nucléaires américaines tactiques étaient déployées pendant la guerre froide. Donc tactique, je rappelle juste, c'est les petites. C'est pas des armes qui sont faites pour annihiler Moscou ou Pékin. C'est des armes plutôt de champ de bataille. C'est ça, c'était des armes plutôt à vocation de dissuasion régionale, donc pour protéger en fait les intérêts stratégiques américains dans la région, pour aussi dissuader un peu la Russie, mais plutôt à l'est de l'URSS, et puis aussi quelques pays qui étaient déjà assez velléitaires comme la Corée du Nord. Mais donc c'était des pays qui avaient des armes nucléaires américaines déployées sur leur sol, et puis c'était aussi des pays, comme vous l'avez dit, qui avaient des programmes nucléaires domestiques. Donc c'est plutôt la Corée du Sud qui était assez avancée sur le sujet, avec encore quelques avancées qui ont été détectées jusque dans les années 2000. Alors l'AIEA a évidemment fait ses enquêtes. La Corée du Sud s'est montrée plus transparente que l'Iran sur ce plan-là. Et donc aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de programme nucléaire militaire en Corée du Sud. Mais à mon sens, ça reste un État quasi du seuil. Alors moins avancé que l'Iran, mais qui a les capacités scientifiques et techniques pour proliférer si besoin. On en parlait dans l'épisode sur les frappes dans la profondeur, mais ils ont aussi une panoplie de vecteurs, donc surtout des missiles balistiques sur lesquels ils pourraient mettre des charges nucléaires si besoin. Et ils ont une double menace. Donc évidemment, la Corée du Nord, qui, comme on l'a dit, est, je dirais, en roue libre totale sur la question du nucléaire, avec une rhétorique vraiment de plus en plus agressive. C'est prodigieux. En vous lisant, j'ai appris que non seulement les Nord-Coréens disaient, alors si on se sent menacé, qu'ils nous frappent en premier, mais c'est même s'ils commencent à attaquer des dignitaires de Corée du Nord, on peut les atomiser. Non, mais ils sont tout permis. Après, et donc ils ont leur doctrine a récemment évolué pour être un petit peu plus. C'est vraiment très signalé. Nous, on n'est pas l'Iran. Commencez pas à nous faire des assassinats ciblés, parce que nous, on répond avec des ogives nucléaires. C'est ça. Eux ont l'arme nucléaire et les Iraniens n'en ont pas. Et puis la Corée du Sud aussi voit évidemment la montée en puissance de la Chine, avec, comme je disais, un arsenal nucléaire qui a quasiment doublé, une modernisation qui est en cours. Et donc, il y a des énormes débats en Corée du Sud sur un retour au nucléaire en Corée du Sud. Alors, les débats varient. Est-ce que c'est le redéploiement d'armes nucléaires américaines en Corée du Sud ? L'opinion publique est plus ou moins favorable, mais il voit bien que c'est quand même beaucoup moins efficace qu'un programme nucléaire domestique, interne, parce qu'ils auront le contrôle total sur des armes nucléaires sud-coréennes, alors qu'ils n'auraient peut-être pas un contrôle entier, évidemment, sur des armes nucléaires américaines. Mais en tout cas, voilà, il y a un débat qui est extrêmement fort et assez avoué, en fait, et public en Corée du Sud. Au Japon, c'est un peu différent. Il faut se rappeler quand même que c'est le seul État non doté d'armes nucléaires qui maîtrise totalement le cycle de production du plutonium. Donc, ils sont capables aussi de fabriquer, disons, un cœur d'armes nucléaires. Mais évidemment, pour des raisons historiques et pour des raisons stratégiques, le débat est quand même beaucoup plus caché, on va dire, beaucoup moins ouvert au Japon, et leurs capacités techniques sont un peu moins avancées. Mais en tout cas, voilà, c'est deux pays où, là aussi, il y a des doutes sur la crédibilité de la dissuasion élargie américaine, et donc des débats sur le sujet. Je crois que ce qui est très intéressant en Asie, c'est qu'il y a, d'ailleurs comme en Europe, le retour d'une sorte de grand débat, comme au début des années 60, sur la qualité de la dissuasion élargie américaine et les dynamiques régionales.
Dans le cas de la Corée du Sud, effectivement, on a une demande qui maintenant est assez ancienne, qui est on veut avoir plus notre mot à dire sur la dissuasion élargie américaine. Comment se fait-il que les Américains accordent aux Européens une planification nucléaire conjointe et que nous n'en bénéficions pas? Et donc on a des Américains qui se sont employés jusqu'à Trump 2, à nouer un dialogue nucléaire avec leurs partenaires en Indo-Pacifique, à commencer par la Corée du Sud et le Japon, mais maintenant aussi l'Australie, pour en quelque sorte mettre un peu à plat les règles de la dissuasion et rassurer ses alliés qui sont tous des alliés potentiellement capables de franchir le seuil nucléaire s'ils le désirent. Et s'ajoute à ça, à cette poussée, cette demande forte. Je précisais, la planification nucléaire, c'est le groupe de planification nucléaire qui est au sein de l'OTAN, qui est une instance d'ailleurs dans laquelle la France n'est pas. C'est la seule dans laquelle on n'est toujours pas. Mais c'est donc un groupe où on discute conjointement, où ils discutent conjointement des exercices, de la manière dont les États-Unis déploient leurs armes en Europe. C'est l'arrangement de partage nucléaire au sein de l'OTAN qui donne aux alliés non nucléaires un mot à dire sur la planification nucléaire américaine en Europe et l'emploi des moyens américains et britanniques au service de l'OTAN. Alors justement, restons là-dessus, sur l'Europe, donc tous ces pays de l'OTAN, qui, à part la Grande-Bretagne et la France, ne sont donc pas dotés de l'arme nucléaire, qui pour autant, ça n'a pas toujours été une fiction pour tout le monde. Il y a un certain nombre de pays qui avaient des programmes nucléaires, jusque dans les années 70. Alors peut-être... Voilà, qui sont les pays qui ont eu un intérêt de l'OTAN, qui ont eu un intérêt prononcé pour le nucléaire et qui ont renoncé contre cette garantie nucléaire américaine depuis... Alors là, c'est intéressant de faire un petit retour historique, parce qu'effectivement, dans les années 50 et 60, la prolifération était une question européenne. Elle était marginalement asiatique ou latino-américaine, mais elle était avant tout européenne. C'est-à-dire qu'il s'agissait de savoir si des alliés des États-Unis en Europe allaient suivre les traces du Royaume-Uni et de la France et se doter de forces nucléaires indépendantes en prenant le modèle, entre guillemets, français ou britannique. Ce qui est à l'époque, les pays les plus intéressés, les plus avancés, alors il y a beaucoup de programmes en fait. Quand on fait l'histoire de la prolifération, on va trouver des pays aussi variés que la Suisse, l'Italie avec un embryon de programme, l'Espagne qui a eu des velléités à un moment, l'Espagne franquiste qui a eu des velléités à un moment d'ailleurs avec de l'assistance française, de se doter d'un réacteur plutonigène. Donc il y a toutes, mais les plus intéressants, c'est effectivement la Suède, qui est allée extrêmement loin. Moi, j'ai encore connu des Suédois qui avaient participé à ce programme et qui se flattaient d'être, je cite, plus avancés que la France à la fin des années 50, ce qui est un peu discutable, mais c'est un thème récurrent dans la communauté nucléaire suédoise. Les Suédois qui, par ailleurs, n'étaient pas dans l'OTAN, donc ils n'ont pas vraiment fait cette transaction que d'autres ont fait. C'est plus compliqué que ça, parce que, justement, je pense que la Suède mériterait une conversation à part entière, parce que c'est vraiment un des cas très intéressants. Mais il y a l'Allemagne, et c'est très intéressant parce que l'Allemagne fédérale, à l'époque, avait un embryon de programme nucléaire, avait d'abord commencé à chercher à travailler avec les Français. C'est les accords de 1958 sur les armes spéciales avec France et Italie pour développer, etc. Il y avait l'idée que Euratom, le traité sur la coopération atomique, pourrait déboucher sur ce type de coopération. Donc il y avait énormément de demandes du côté allemand, à l'époque portées par un ministre bavarois de la Défense qui était Franz Josef Strauß, qui était très insistant sur ce sujet. Et cette poussée en Allemagne a été forte jusque dans les années 70. L'Allemagne met beaucoup de temps à signer le traité de non-prolifération. Le traité est ouvert à la signature en 1968. L'Allemagne ne le signe qu'en 1975. On oublie que c'est l'Allemagne qui, à l'époque, avait plutôt plaidé pour que le traité n'ait une durée de vie que de 25 ans, ce qui a été expliqué tout l'effort en 1995 pour le rendre permanent. Donc il y avait vraiment une forte interrogation allemande qui tournait autour de la solidité de la garantie nucléaire américaine et de la volonté de maintenir cette option ouverte. Et au fond, c'est la double pression américaine et russe, dans deux styles très différents, qui ont contraint l'Allemagne à rentrer dans ce dispositif-là, et qui ont fait que l'Allemagne n'a pas fait ce choix. Et ça s'est fait au prix, pour les Américains,
ces arrangements de partage nucléaire qui ont été décidés dans les années 60 et qui ont donné aux Allemands leur mot à dire très clairement sur la manœuvre dissuasive de l'Alliance, notamment le fait qu'on ne tire pas trop sur le territoire de l'Allemagne fédérale, ce qui était une préoccupation légitime. Non, mais parce qu'on peut préciser que les Allemands ont un rapport très compliqué au nucléaire depuis, parce que clairement, si la bataille se passait, elle allait se passer en Allemagne, à une époque où il y avait beaucoup d'armes nucléaires tactiques. Il y a un épisode assez connu là-dessus, qui est l'exercice dit Carte Blanche en 1957, où Sakyur, qui vient de toucher ses armes nucléaires tactiques, Sakyur, le commandant suprême allié pour l'Europe, américain, de l'OTAN, joue la guerre, la Troisième Guerre mondiale, et annonce avec énormément de satisfaction qu'il a gagné la guerre grâce à ses armes nucléaires tactiques en quelques jours, avec une sorte de note de bas de page qui était que 20 millions d'Allemands y étaient passés dans cet échange nucléaire tactique. Donc à partir de cette date-là, les Allemands ont cherché à avoir un meilleur contrôle et notamment à repousser les frappes nucléaires le plus loin possible à l'intérieur du pacte de Varsovie, de préférence sur le territoire soviétique. Donc on a toute cette histoire allemande. L'histoire suédoise, en quelques mots, est différente. C'est celle d'une aventure nucléaire nationale, mais qui se termine aussi par des arrangements avec les Américains en réalité. C'est-à-dire que la Suède obtient d'être traitée, c'est un accord secret, qui dit qu'elle serait traitée en cas de guerre comme un État de l'OTAN. Donc finalement, c'est toute l'histoire un peu ambiguë de la Suède pendant la guerre froide. Elle avait ses propres petits arrangements avec les Américains. Mais ce qui est très intéressant dans l'aventure suédoise, et c'est quelque chose qui doit rester en tête aujourd'hui, c'est qu'il y avait aussi une histoire de coût pour un pays de 8-10 millions d'habitants de maintenir un programme nucléaire seul. Et aujourd'hui, en Europe, je pense que les Suédois sont vraiment ceux qui ont une grammaire stratégique et une maîtrise vraiment des questions de dissuasion, l'une des plus avancées en dehors de la France, de la Grande-Bretagne, de certains en Allemagne et en Pologne. Ils sont vraiment très avancés sur ces questions-là. Donc ça, c'est la partie historique et la partie même, le passif en quelque sorte de tous ces pays avec l'arme nucléaire. Si on prend maintenant la situation actuelle en termes de dépendance de dépendance physique et même philosophique vis-à-vis des États-Unis. Si on reste sur l'Europe, disons, quels sont les pays, donc on peut rappeler qu'il y a des pays qui ont des armes nucléaires américaines, qui ne sont plus, qui n'ont quasiment jamais été sous leur contrôle. Maintenant, c'est les Américains qui contrôlent tout, même si elles sont localisées, ils ne peuvent pas tirer sans les Américains, pour le dire clairement. Donc ça, il y en a 5 pays, c'est Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie et Turquie. Enfin, Turquie qui n'est pas dans l'Europe, mais qui est dans l'OTAN. Donc ça, c'est des pays qui ont des armes, mais au-delà de ça, disons, quels sont les pays qui comptent, même dans leur pensée stratégique, absolument sur la garantie nucléaire américaine ? Alors, un tout petit pas de côté historique pour commencer, qui est que la posture nucléaire de l'OTAN a été très considérablement réduite. L'OTAN a fonctionné avec des milliers, voire d'armes nucléaires américaines déployées, notamment en Allemagne, mais pas seulement, également donc en Pays-Bas, en Belgique, en Italie. Et la question nucléaire a été pendant toute la guerre froide au cœur de tous les débats de l'OTAN. Juste combien est-ce qu'il en fallait ? C'est des Allemands qui ont demandé le déploiement des Pershing en 1977, au moment de du début de la crise des euromissiles. Donc, il y a une sorte de mémoire de membres fantômes, d'une certaine manière, dans le système de l'OTAN, ou en particulier dans les alliés occidentaux, pour qui la question nucléaire a fait une partie intégrante de tous les débats à l'OTAN pendant les 40 premières années de l'OTAN. Aujourd'hui, ensuite, elle a été vraiment mise de côté pendant toute l'après-guerre froide, et elle refait surface depuis quelques années. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement quelques centaines d'armes américaines qui sont déployées dans ces 5 pays et qui sont aujourd'hui l'incarnation du partage nucléaire. Mais la dissuasion de l'OTAN repose aussi formellement sur les armes stratégiques américaines et également sur les forces nucléaires indépendantes du Royaume-Uni et de la France, sachant que le Royaume-Uni accepte en plus de participer à la planification générale de l'OTAN. Donc on a une alliance qui est très fortement nucléaire, même si elle a pendant une vingtaine d'années refusé d'en parler. Ça fait vraiment partie de la posture de défense et de dissuasion de l'alliance depuis les origines. C'est peut-être le moment de préciser
Quelle est la nature exacte de la garantie ? Quand on dit le parapluie nucléaire, quand on dit la dissuasion élargie, alors on sait que tout ça est toujours très ambigu à dessein, c'est fait exprès l'ambiguïté pour éviter les calculs trop savants de l'adversaire, mais ça repose sur quoi ? Est-ce que ça repose sur l'article 5 de l'OTAN ? Parce que si c'est l'article 5 de l'OTAN, donc la clause de défense mutuelle, on l'a dit un certain nombre de fois à ce micro, c'est un article qui est très ambigu en réalité et qui laisse une immense latitude. C'est un processus politique, ça n'a rien d'automatique de défendre. Donc c'est pas parce que la Pologne se fait nuker que les États-Unis sont obligés de répondre, même si c'est la logique sous-jacente. Alors est-ce qu'on est capable de caractériser en quelque sorte la nature et la fermeté de cette garantie des États-Unis et des autres pays dotés de l'arme nucléaire vis-à-vis de leurs alliés ? Oui, alors dans le cas des Américains, en fait, c'est clairement exprimé dans leur Nuclear Posture Review, donc qui est un document en fait sur leur posture nucléaire qui paraît tous les 4 ans, donc par chaque administration américaine, et qui clarifie, alors je n'ai pas le terme exact en tête, mais que les armes nucléaires sont faites pour dissuader d'une attaque de nature stratégique contre les États-Unis et leurs alliés. Et donc là, en fait, dans alliés, on entend effectivement les alliés de l'OTAN et on peut entendre aussi donc Corée du Nord, Japon et Australie. Corée et donc, du Sud plutôt. Corée du Sud, Japon, Australie, potentiellement Taïwan. Et donc en fait, là, c'est plutôt exprimé dans des documents de doctrine et de posture américains et donc en dehors, en fait, d'un cadre de l'Alliance ou d'un cadre otanien. Après, il me semble que je laisserai Camille développer là-dessus, les arrangements de partage nucléaire, ce sont aussi en fait plutôt des accords bilatéraux entre États-Unis et les pays hôtes, où il y a aussi une dimension, par exemple, de coopération scientifique, de coopération technique, mais en fait, en dehors du fait que les armes nucléaires américaines et britanniques peuvent être mises à disposition de SACEUR s'ils le demandent en cas de nécessité. En fait, la dissuasion élargie américaine, ça repose beaucoup plus sur une relation entre les États-Unis et le pays protégé, on va dire, que les États-Unis et l'OTAN. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Mais... Camille ? Alors, je crois qu'il y a 2 débats parallèles et qui évidemment ne cessent de se recouper, de se lier. Il y a le débat, on va dire, quasi philosophique, c'est-à-dire est-ce que les États-Unis sont prêts à mourir pour un pays européen, un pays asiatique, au nom de la protection des alliés. C'est important de noter que dans la NPR, c'est bien les alliés. Donc en réalité, cette protection n'est pas offerte à tous les amis des États-Unis dans le monde entier. C'est les pays de l'OTAN, plus les pays avec lesquels il y a des liens explicites d'alliance. Donc Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, et ça s'arrête là. Tout le reste est hors champ. Par exemple, il n'y a pas de type de relation de ce type au Moyen-Orient qui soit explicite vis-à-vis d'Israël ou de l'Arabie Saoudite ou des Émirats. Deuxièmement, le débat est aussi ancien que la dissuasion élargie. C'est-à-dire si les États-Unis... est-ce qu'on ne peut protéger un tiers, un autre pays face, etc. Et on peut préciser que c'est le truc qui est la réflexion du général de Gaulle sur la dissuasion française. Il l'a dit explicitement à Kennedy, je ne crois pas du tout que vous sacrifiez New York pour Paris, donc je vais faire mon truc dans mon coin. La manière dont chez De Gaulle, comme chez les Français, il y a un doute fondamental là-dessus, qui est lié à l'expérience des 2 guerres mondiales en réalité, c'est-à-dire que les Américains ont tendance à arriver, mais un peu tard. Et ça explique une grande partie de tout ça. Je pense pas que chez les Français, il y a ce doute qui existe, mais il n'y a pas forcément l'idée que ça ne marche pas forcément. Il y a l'idée que ça peut marcher, mais que pour ce qui nous concerne, nous voulons cette double garantie qui est le fait de disposer de nos propres armes. Alors, ensuite, toute la question a été de comment matérialiser cela. Et là, il y a une rupture fondamentale qui est la fin des années 50 avec le moment où le territoire américain devient réellement vulnérable aux frappes soviétiques. Et c'est là que s'ouvre finalement le cœur de la discussion, parce que jusque-là, c'était relativement facile. Vous attaquez l'Europe, je vous tape dessus avec mes armes nucléaires déployées en Europe. Où est le problème ? Et donc, c'est là que se cristallise la question, le moment Spoutnik, est-ce que la vulnérabilité du territoire américain maintient la crédibilité de cette dissuasion américaine ? Et les Américains vont en quelque sorte s'employer
en partie sous la pression de leurs alliés, à devoir démontrer tout ça. Et on peut même dire que d'une certaine manière, c'est plus compliqué de rassurer les alliés que de dissuader l'Union soviétique ou la Russie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que ces alliés se sentent protégés face à des scénarios un peu extrêmes, un peu baroques, d'autant plus pendant la guerre froide, qu'on était très dépendant des armes nucléaires, compte tenu du déséquilibre conventionnel qui existait entre le pacte de Varsovie et l'OTAN. Donc, pour démontrer tout ça... Ça, c'est l'idée que la seule moyen d'arrêter le rouleau compresseur du pacte de Varsovie, ce serait des armes nucléaires, parce que le décalage numérique était énorme. Exactement. Donc, d'où la place des armes nucléaires tactiques dans la posture de l'OTAN pendant la guerre froide. Et donc, tout ça, tout le débat a consisté entre les années 60 et les années 80 à comment crédibiliser cette posture. Et la crédibiliser, ça a reposé sur plusieurs choses. D'abord, un volume de force important. Ensuite, une présence physique américaine en Europe. Et ça, c'est un des sujets importants aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que les Américains... C'est la fameuse phrase de Churchill, ou toujours potentiellement apocryphe, qui est « Je n'ai besoin que d'un soldat américain en Europe, de préférence mort ». Et donc... Avec l'idée que s'il y a un soldat américain qui se fait cartonner, de toute façon, ils arriveront avec le feu du ciel pour... Et du coup, il y a toute une construction qui se fait en disant on va mettre des soldats américains le plus près possible de la ligne de front, qui seront les premières victimes, et du coup, on va en quelque sorte rendre quasi automatique le soutien américain, voire l'engagement des armes nucléaires américaines. Et donc, toute cette construction, elle va finalement être un jeu permanent de comment dissuader les Russes d'un côté, comment rassurer les alliés de l'autre, et comment avoir quelque chose qui soit à peu près crédible du côté américain pour que ce ne soit pas une promesse qui soit sujette à caution tellement elle est excessive et les Américains, pour ça va expliquer aussi tout le fonctionnement de la riposte graduée, pour dire, regardez, vous ne croyez pas aux représailles massives parce que vous pensez que je ne vais quand même pas me lancer dans une énorme guerre nucléaire parce qu'il y aurait le franchissement du territoire de la frontière entre les deux Allemagnes. Alors, je déploie des armes qui répondent à ce problème, qui sont à plus courte portée, localisées, etc. Ce qui génère un nouveau débat sur mais est-ce que vous voulez cantonner la guerre nucléaire à l'Europe ? Ça ne nous rassure pas. Les Européens sont des grands angoissés là-dessus. Une guerre nucléaire limitée en Europe n'aurait pas grand-chose de limité, en fait, vu la taille du territoire. C'est aussi pour ça que la doctrine française est un peu contre cette idée de guerre nucléaire limitée et donc les armes nucléaires tactiques. Et la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, pour faire un saut, après avoir passé 20 ans à ne pas s'en préoccuper beaucoup, parce que la menace était moins présente, parce que les hypothèses avaient l'air de plus en plus éloignées. Puis parce que les dynamiques étaient plutôt à des négociations, de la réglementation, de l'assurance mutuelle. Voilà, et du désarmement, où les forces nucléaires déployées en Europe ont baissé de 90%. Il faut quand même aussi avoir ça en tête. Donc, finalement, là, si on se retrouve dans la situation d'aujourd'hui, on retrouve pour moi une grande partie de cette conversation qui sont, la Russie est redevenue plus agressive, se dote d'armes qui sont en plus parfaitement adaptés au territoire européen, insiste sur son arsenal nucléaire de manière considérable, d'un côté. Et d'un autre côté, on a aux États-Unis, là plutôt pour des raisons de politique, un doute plus marqué, et qui va jusqu'au futur chancelier allemand, sur est-ce que la garantie nucléaire américaine fonctionnera en toutes circonstances. Là, avant d'arriver à la Trumpologie vers laquelle on tend nécessairement, puisque c'est la dynamique dans laquelle on est, il faut peut-être parler de l'étape qui a quand même déjà un peu commencé à tout changer, c'est évidemment la guerre en Ukraine, de ce point de vue-là, parce que c'est à la fois un échec de la non-prolifération, parce que si on se rappelle, l'Ukraine a quand même rendu ses armes nucléaires pour des raisons de non-prolifération après la fin de la guerre froide, et que, alors c'était pas forcément une mauvaise idée à l'époque, vu l'état dans lequel était l'Ukraine, mais il se trouve quand même que beaucoup de gens ont supputé que les choses se seraient passées différemment si l'Ukraine avait gardé ses armes nucléaires. Et au-delà de ça, c'est aussi une guerre offensive avec armes nucléaires, même si elles ne sont pas utilisées, elles sont toujours en arrière-fond, et la Russie gesticule beaucoup de manière nucléaire, pas avec une idée stratégique de on va annihiler l'humanité, mais avec une idée de on balance un missile Oreshnik, qui est un missile fait aussi pour des têtes nucléaires, on le balance sur l'Ukraine. Donc il y a en quelque sorte un paquet de pays du flanc Est qui se sont dit ok, en l'absence d'armes nucléaires, face à si l'ennemi c'est la Russie, enfin si l'adversaire c'est la Russie,
c'est la seule garantie qui peut nous servir. Oui, il y a une sorte de récit en fait très favorable à la prolifération nucléaire qui a émergé dans les premiers mois après février 2022. Donc au Moyen-Orient aussi, l'Iran, l'Arabie Saoudite ont un peu utilisé ça pour dire regardez, la seule chose qui nous protège réellement d'une invasion territoriale, c'est une arme nucléaire, étant donné que l'OTAN est une alliance nucléaire, que le territoire de l'OTAN n'a pas été encore envahi par les Russes, mais que l'Ukraine, qui n'est couverte par aucune garantie de sécurité, donc ni celle de l'Union européenne, ni celle de l'Europe au sens large, et ni celle de l'OTAN l'a été. Le narratif s'est aussi propagé, on va dire, au Japon et au Corée du Sud. Mais sur le flanc Est... Il y a quand même le mémorandum de Budapest de 84, qui est donc la condition par laquelle les Ukrainiens ont abandonné leurs armes nucléaires. Après, on peut noter que ce n'était pas leurs armes nucléaires. C'était des armes nucléaires soviétiques qui étaient déployées sur le territoire ukrainien. Il y avait certes une chaîne de production. Que la Russie. Oui, mais il y avait une chaîne de production en Ukraine, mais effectivement, ils n'auraient pas pu les conserver dans tous les cas. Toujours est-il qu'en 95, ils ont rendu les têtes nucléaires contre des garanties sur l'intégrité de leur territoire, garanties qui ont volé en éclats entre 2014 et 2022. Le paradoxe, c'est que c'est un trop grand succès de la non-prolifération. C'est-à-dire que c'est un cas où les États-Unis, en 1994, exercent des pressions très fortes sur un État successeur de l'Union soviétique, qui dispose d'armes sur son territoire, même s'il n'en a pas un contrôle ni parfait ni opérationnel, et que, pour le coup, je trouve qu'on prête un petit peu trop aux Ukrainiens, que j'adore, mais la possibilité d'avoir conservé un arsenal nucléaire opérationnel, c'est très probablement, ça aurait été un effort absolument titanesque pour l'Ukraine. On peut dire que la probabilité, c'est beaucoup plus que ça aurait proliféré ailleurs, parce que vu l'état des pays à cette époque-là, le Kazakhstan les a rendus aussi. Voilà, et le Kazakhstan, la Biélorussie les ont rendus également, mais sans négocier les termes de ce retour, contrairement à l'Ukraine. Donc on a un épisode finalement qui pour moi marque un des grands succès de la décennie 90 en matière de non-prolifération, et qui aujourd'hui, compte tenu de l'attitude russe, d'une part, et du fait que le mémorandum de Budapest, qui encadrait cette dénucléarisation de l'Ukraine, n'a pas été respecté par la Russie et n'a pas vraiment été défendu par les deux autres signataires qui étaient les États-Unis et le Royaume-Uni, et par la France et la Chine qui s'y étaient associés formellement dans la résolution du Conseil de sécurité qui validait le mémorandum, pose une question de prolifération, puisque un certain nombre de pays disent, regardez, quand on accepte une contrainte de ce type, ce qui arrive, c'est qu'on se fait envahir par un voisin nucléaire, et c'est toute la dimension de la forme de la sanctuarisation agressive menée par la Russie en Ukraine, qui est maintenant bien documentée, connue, y compris les menaces nucléaires récurrentes, et le fait que la Fédération de Russie fait quelque chose qui, dans tout autre cas de figure, aurait probablement justifié une intervention de l'OTAN ou d'autres au soutien du pays agressé, et qui ici n'a pas lieu compte tenu du statut nucléaire de avec l'acteur. D'autres pièces versées au dossier qui n'ont évidemment pas le même statut, mais qui sont Saddam Hussein en Irak, qui sont Kadhafi en Libye, qui sont autant de pouvoirs qui ont eu des programmes nucléaires, qui les ont abandonnés sous pression internationale et notamment américaine, et qui ont fini par se faire renverser, ce que n'est pas devenu la Corée du Nord par exemple. Mais, non, mais où on peut dire qu'ils se font renverser, et on ne va pas rentrer dans le long débat sur la réalité des accusations à l'instant, notamment de la guerre en Irak de 2003, mais le fait est qu'ils se font renverser aussi parce qu'ils sont réputés proliférants par les États-Unis, qui leur tiennent rigueur de tout ça. Donc il y a toujours eu... Mais pour moi, le point très intéressant, c'est qu'être un pays proliférant dans les années 90 et 2000 est dangereux pour la sécurité d'un pays, alors qu'il semble, et je le mets avec beaucoup de prudence, qu'aujourd'hui, ça redevienne quelque chose qui apparaisse comme étant un choix raisonnable. Sachant que le TNP prévoit des clauses en fait de retrait si jamais la prolifération est
entre guillemets, nécessaires pour protéger les intérêts de sécurité d'un pays. Et il arrive que, par exemple, des anciens officiels sud-coréens déclament très ouvertement que, oui, il semble tout à fait probable qu'un jour, ils puissent activer cette partie, cette clause du traité, sans être ensuite critiqués ou inquiétés par le reste de la communauté internationale, ce qui me semble un petit peu trop optimiste pour le moment, mais après, la configuration peut toujours évoluer et on pourrait aller vers une prolifération alliée acceptable, effectivement. Mais alors, justement, entrons-y, donc arrive le grand événement qui est la conférence de Munich, la séquence avant, la séquence après, enfin bref, là où on en est en ce moment. Je précise qu'on enregistre ce truc lundi après-midi pour diffusion mardi matin, et pourtant il est quand même possible qu'on se fasse surprendre parce que Emmanuel Macron est en ce moment en train de parler avec Donald Trump, la plus intéressante, est en train de parler avec Donald Trump. Donc aussi bien il faut une conférence de presse à la sortie qui change les choses et change la dynamique, mais bon, en tout cas, la dynamique, elle est quand même bien ancrée d'énormes doutes sur l'Alliance, d'énormes doutes sur le sérieux des Américains, sur leur engagement à défendre les alliés en Europe, avec l'idée, il faut que les Européens se prennent en main, d'accord, très bien, on a compris, mais que c'est quand même un truc ils témoignent leur désintérêt, alors qu'auparavant, ils témoignaient de la réassurance et de l'intérêt et de la solidarité. Donc la question, c'est maintenant, qui fait quoi ? Et maintenant, qui s'inquiète ? Et maintenant, on reparlera sans doute de l'Allemagne, mais qui est sur le point d'essayer de, si ce n'est démarrer des choses, en tout cas d'y réfléchir ? Alors, les pays qui sont les plus avancés et dans leur réflexion et dans les perspectives de bouger sur ce point sont en Asie. Ils sont en Asie orientale, c'est Corée du Sud, c'est le Japon, dans un double contexte de montée en puissance très rapide de la Chine, comme Héloïse le rappelait tout à l'heure, de crise nord-coréenne, qui objectivement, même au regard du traité de non-prolifération, justifie le recours à la clause sur les intérêts suprêmes d'un État, si ils estiment en particulier que la dissuasion élargie américaine, que les garanties de sécurité américaines ne sont plus aussi solides que dans le passé. Donc l'administration Trump n'a pas fait de démonstration de grand théâtre de désintérêt envers l'Asie du Sud-Est comme envers l'Europe. Le premier mandat de Trump un petit peu quand même. Oui, il y a eu des parce que la romance avec la romance avec Kim Jong-un, qui a beaucoup stressé Japonais et Sud-Coréens. Les déclarations sur Taïwan qui ont le même effet, où Taïwan est décrit comme un peu comme le sont les Européens, comme un pays qui roule l'Amérique, qui lui pique sa technologie, etc. Donc les choses sont pas aussi... Truc intéressant, les Taïwanais qui auraient volé les semi-conducteurs aux Américains. Non, mais ça fait partie des mondes alternatifs dans lesquels semble vivre cette administration. Mais le fait est qu'on est dans quelque chose où, pour moi, le sujet est aujourd'hui avant tout un sujet lié à l'Asie du Nord-Est et en particulier Corée du Sud et Japon, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure. En Europe, le sujet refait surface. Et en réalité, face à ce désintérêt américain, les potentiels, les Européens se trouvent devant une gamme de choix. Première hypothèse, le fait de tout faire pour obtenir que cette garantie américaine soit réaffirmée, confortée, etc. Et d'une certaine manière, les premières déclarations de l'administration ont été, de ce strict point de vue-là, pas entièrement angoissantes, dans la mesure où Peter Hegseth, le nouveau secrétaire à la Défense, quand il a fait sa grande sortie sur l'Ukraine, sur le fait que les Alliés devaient dépenser 5%, etc., a explicitement exclu le nucléaire de son affirmation, puisqu'il a dit on attend des alliés européens qu'ils prennent en charge la défense conventionnelle du continent. Entendu en creux, comme pour la partie nucléaire, nous restons là. C'est l'état des choses aujourd'hui. Donc, première hypothèse, cranter les Américains et faire qu'ils restent la puissance au-delà de l'horizon qui valide ça. Et c'est le choix de beaucoup de pays qui sont très inquiets à l'idée que cette garantie... Pour que ça marche, il faut qu'il y ait la confiance. Voilà. Le seul moyen que ça marche, alors confiance que de mourir pour Vilnius ou pas, d'accord, mais ça implique quand même qu'il y ait une confiance que les États-Unis... C'est tout l'objet de savoir, parce que justement là on revient à est-ce qu'il reste des troupes américaines en Europe, est-ce que les arrangements
changements de commandement font que les choses sont liées? Est-ce qu'il y a des bons mots prononcés par l'administration Parce que américaine? ça, Peter Excess a très ouvertement évoqué l'hypothèse de réduire beaucoup les troupes américaines en Europe. Donc dans le cadre de la logique qu'on expliquait tout à l'heure, ça fait moins de raisons indispensables pour que les États-Unis évidemment. Mais ça reste le premier choix de la plupart des alliés européens de dire si on arrive à faire ça, on fait ça. Deuxième choix, le choix de dire j'investis dans un outil conventionnel surpuissant pour répondre à cette disparition. Ce qui n'est pas complètement aberrant, contrairement à l'époque de la guerre froide, dans la mesure où il n'y a pas le déséquilibre. 80% du pacte de Varsovie est passé de l'autre côté. Voilà. Bon, l'armée conventionnelle russe est quand même. L'armée conventionnelle russe n'a pas fait preuve d'un génie militaire incroyable en Ukraine. Donc il y a l'idée que finalement on peut dissuader, j'utilise à dessein un mot qui en France est utilisé comme nucléaire, mais pas dans le contexte de l'OTAN, qu'on peut dissuader la Russie avec beaucoup de moyens conventionnels qui viendront démontrer que ça n'est pas possible de prendre un bout des pays baltes ou d'attaquer la Pologne et ainsi de suite. Donc, et ça explique en grande partie le fait que tous les pays que je viens de citer sont pas loin de 5% du PIB, cherchent à obtenir de leurs alliés y compris européens, une présence sur le flanc oriental, etc., de manière à finalement obtenir les mêmes effets avec tout ça. C'est évidemment très vulnérable face à un pays qui a des milliers d'armes nucléaires et qui est en train de moderniser son arsenal, y compris la partie tactique et à moyenne portée, qui évidemment viendrait changer ce calcul de manière assez dramatique. Troisième hypothèse, l'idée qu'on utilise beaucoup de défense antimissiles. C'est un peu le projet des Allemands, en disant on va se doter d'un Sky Shield qui va nous protéger de cette menace balistique et nucléaire. Ce qui me semble être une aberration technique, mais qui a et financière, mais qui a un certain. Rappelons qu'on ne sait pas arrêter des missiles balistiques. C'est le moment de rappeler que, en fait, une salve saturante comme peuvent le balancer les Russes, on n'arrivera pas. Et la salve saturante, si elle est nucléaire, ça pose des problèmes. Ça n'a pas besoin de saturant si c'est nucléaire. D'ailleurs, voilà, le côté. Il y en a 9 sur 10 qu'on arrête, n'est évidemment pas recevable dans le contexte d'une frappe nucléaire. Donc, mais cette dynamique-là a une vraie force en Allemagne en particulier, mais aussi aux Pays-Bas. Il y a pas mal. C'est la prédilection allemande qu'on connaît depuis le début de la guerre en Ukraine pour les armes défensives. Tant que ça nous défend, c'est OK. On sourit beaucoup à Paris. Il y a 20 pays qui ont signé pour faire partie de ce Sky Shield porté par les Allemands. 22, une vingtaine de pays qui ont dit « Moi, ça m'intéresse de faire partie de cette construction ». Donc, voilà, il y a cette... Pour acheter des systèmes américains, précisons-le aussi. Et israéliens. Et allemands. Mais voilà. Mais fondamentalement, voilà. Donc, ça, c'est le troisième choix. Et quatrième, qui en réalité arrive en quatrième, c'est pour ça que je le mets en dernier, jusqu'à nouvel ordre, mais on va voir si ça change, qui est de se dire quid de nos alliés européens nucléaires? Est-ce que Français et Britanniques... De notre allié européen nucléaire, du coup. Non, les Britanniques font entièrement partie de la conversation là-dessus. Oui, mais ils ne sont pas européens, ils ne sont pas dans l'Union européenne. Oui, le débat se passe entièrement en dehors de l'UE, de toute façon. Voilà, alors, et là, avec une conversation consistant à dire, est-ce que ces deux pays seraient en mesure, et à quelles conditions, d'apporter un substitut, un complément, une deuxième assurance, ce que Stéphane Séjourné appelait la deuxième assurance vie de manière un peu vague, mais qui consisterait à dire, voilà, que pouvez-vous faire? Et je termine sur cette hypothèse-là, qui est évidemment la plus intéressante d'un point de vue de la France, qui est comment est-ce que ça s'articule avec une idée saugrenue qui est que ça se passerait dans l'Union européenne, mais qui a une petite dynamique en Allemagne, avec y compris des choses totalement farfelues de valises nucléaires qui iraient de capitale en capitale au gré des présidences et des choses comme ça, mais on est dans le grand n'importe quoi, avec une forme de dissuasion élargie à l'américaine fournie par la France ou le Royaume-Uni ou le Royaume-Uni. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il faut entrer un peu dans le détail des capacités. Et où donc la France n'est absolument pas câblée pour faire ça, puisqu'on a un principe qui est la stricte suffisance, c'est-à-dire la stricte suffisance du territoire national, pas de tout le monde, et la Grande-Bretagne,
où ils ont quand même des trous colossaux dans la raquette, puisqu'il faut préciser que leur dissuasion nucléaire repose entièrement sur les SNLE, qui vont pas bien en Angleterre d'une manière générale, avec des missiles américains, les missiles Trident. Donc la dissuasion nucléaire britannique est totalement dépendante des États-Unis. Donc il se pose une question de si vraiment ils décident de faire sans les Américains, l'option c'est de faire sans les Américains. Bon, la France, ça pose des problèmes de format. La Grande-Bretagne, ça ne résout aucun problème de ce point de vue-là. Alors après, c'est vrai que je trouve que le débat a un petit peu trop tendance à se cristalliser tout de suite sur le format. Parce qu'en réalité, cette dimension européenne de la dissuasion française, elle est présente depuis 1972, depuis le premier livre blanc sur le nucléaire. Parce qu'après, les interprétations du livre blanc ont été que la dissuasion nucléaire française, elle est faite pour protéger le territoire national, mais aussi les approches du territoire national français. Donc à l'époque, c'était compris un peu comme l'Allemagne de l'Ouest, le Benelux, peut-être l'Italie. Et aujourd'hui, cette dimension européenne, elle a vraiment été clarifiée, et encore, c'était peut-être un grand mot, au fil des présidents, au fil des mandats, au fil des documents stratégiques, jusqu'au discours du président Macron en février 2020, où il déclare à l'école militaire que les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Et donc à ce moment-là, il appelle aussi les pays européens à s'intéresser à la dissuasion nucléaire française pour essayer de faire émerger une culture stratégique. Alors c'est en février 2020. Il est tombé sur répondeur. Oui, alors en mars 2020, déjà, le monde entier se confine et on ne va pas forcément parler de dissuasion nucléaire sur Skype ou Zoom. Et puis aussi, il y avait un manque d'intérêt très clair en fait, des pays européens qui c'était avant le début de la guerre en Ukraine. Le premier mandat de Trump, c'était pas trop si mal passé. Mais le discours, en fait, s'est rappelé à l'esprit, notamment des Allemands, des Polonais, des Baltes et des Suédois à partir de février 2022. Et se maintient en fait dans les capitales européennes avec pas mal de dialogues entre Paris, Berlin, Varsovie, Stockholm, pour voir justement à quoi pourrait ressembler en fait. Je ne sais pas trop si c'est une dissuasion élargie à la française, je pense que c'est pas vraiment ça, mais en tout cas de comprendre en fait à quel point les intérêts vitaux de la France et les intérêts vitaux de l'Allemagne ou de la Pologne sont maintenant tellement imbriqués qu'on pourrait difficilement envisager une attaque sur les intérêts vitaux de la Pologne sans que les intérêts vitaux de la France ne soient aussi affectés au même moment ou un peu plus tard. Donc déjà, il faut essayer de comprendre tout ça. Il faut essayer de voir s'il y a vraiment une dynamique en fait conjointe entre les intérêts vitaux de tous ces pays-là. Et ensuite, alors dialoguer, c'est bien. Faire des déclarations à Stockholm comme le président de la République, c'est super. Mais après, il faut aussi passer en fait à une concrétisation, si on le souhaite, si la France le souhaite, de cette extension un peu ou de cette dimension européenne de la dissuasion française. Et ça peut passer par des manœuvres militaires, mais ça passe à mon sens en fait plus par le renforcement de la posture conventionnelle française à l'étranger, de la posture conventionnelle de l'OTAN, parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans la situation actuelle des choses, alors ça peut évidemment changer si les États-Unis décident de retirer toutes leurs armes nucléaires d'Europe, mais comme on l'a dit, on n'en est pas là. C'est vrai qu'avec 300 têtes nucléaires, je pense que c'est en fait suffisant, et encore, je ne suis pas Vladimir Poutine évidemment, mais c'est suffisant pour dissuader l'adversaire. En fait, c'est un peu de ce dont on parlait, le débat de la guerre froide. Est-ce qu'avec les têtes, on dissuade l'adversaire ou est-ce qu'on réassure les alliés ? Qu'est-ce qui est le plus compliqué ? Et en réalité, je pense qu'on peut dissuader relativement facilement la Russie avec 300 têtes nucléaires, parce qu'on a un peu oublié en fait la quantité de dégâts que ça peut causer. En revanche, est-ce qu'on peut rassurer des alliés qui ont été en fait biberonnés à de la culture stratégique américaine et à se dire « je suis rassuré uniquement parce que j'ai 25 000 militaires américains sur mon territoire et 20 B-61-12, alors dont, ok, je peux pas me servir, mais au moins elles sont là. » B-61-12, c'est les bombes c'est ça, c'est les bombes à gravité américaines. Et en fait, le débat, il est là. C'est comment est-ce qu'on peut effectivement rassurer les alliés en faisant évoluer le format. Mais par contre, pour faire évoluer le nombre de têtes, il faut beaucoup plus d'argent. Il faut revenir aussi sur les engagements de la France vis-à-vis du désarmement, mais je pense que malheureusement tout le monde s'est un petit peu assis dessus. Et puis il faut aussi réfléchir à tout ce qui est production de matière. Enfin, il y a des aspects vraiment techniques. Mais la question aussi, c'est tout simplement, est-ce qu'on a besoin vraiment de plus de têtes ? Et à mon sens, là, le débat n'est pas tranché. Moi, je crois que, pour aller un petit peu dans le même sens qu'Héloïse, je crois qu'il faut comprendre finalement le monde dans lequel on est. C'est-à-dire un monde dans lequel, malgré tout, les arsenaux nucléaires américains et russes ne se comptent plus en dizaines de milliers, mais en milliers. Donc, quand on dit français ou britannique, donc que quelques centaines d'armes, on n'a pas la disproportion monstrueuse qu'il y avait pendant la guerre froide, qui rendait la posture française ou britannique par comparaison
radicalement différentes. Là, on est dans des schémas de 1 à 10, pas de 1 à 100. À l'époque, les Français comme les Britanniques n'avaient pas forcément autant de moyens pour toucher le territoire soviétique. Et avec des moyens moins crédibles, d'une part. D'autre part, la question est à quoi servent ces arsenaux ? Ils peuvent servir, et ça a été à compliquer le calcul de l'adversaire. C'est la logique britannique des centres de décision multiples, d'une part. D'autre part, ils peuvent servir à envoyer le message à la Russie que même si les États-Unis n'intervenaient pas, il y a un risque considérable, c'est ce que de nouveau les Britanniques appellent le critère de Moscou, de ce qui a toujours été le côté dimensionnant de la dissuasion britannique, de la capacité à détruire le Grand Moscou avec la seule dissuasion britannique. Et les Français ne sont pas très loin de ce type de réflexion. Donc on a des choses qui sont... On a des capacités qui sont réelles et qu'il ne faut pas diminuer. Ensuite, il y a une deuxième question, c'est est-ce que ça s'articule ou non avec une dissuasion américaine, même faséante, et si c'est le cas, mais ça devient, c'est quand même important que ce soit un élément de complication dans tout ça. Et enfin, toute la question qui va s'ouvrir, c'est la discussion avec ses alliés non nucléaires. Parce que y a, par rapport à mes 4 scénarios, il y a le 5e qui est que ces pays deviennent nucléaires. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais est-ce qu'il y en a qui sont tellement inquiets qu'ils pourraient vouloir brancher ou rebrancher quelque chose ? Là-dessus, il faut quand même noter un intérêt, effectivement, Héloïse le rappelait, nettement plus marqué de ses alliés pour la dissuasion élargie française, mais aussi pour les arrangements nucléaires au sein de l'OTAN, le rôle des Britanniques, etc. Donc beaucoup de questions qui remontent aussi bien dans les cercles de think tank que dans les cercles officiels, avec des demandes permanente. Moi, il se trouve que j'étais à Stockholm le jour où le président de la République a répondu à une question sur les intérêts européens. C'était une question posée par un cadet de l'école militaire suédoise qui dit qu'en est-il ? Donc, on a vraiment des choses qui sont très intéressantes qui se passent, avec beaucoup de questions qui sont posées. Et toute la difficulté, c'est en quelque sorte, détricoter la conversation pour qu'elle se passe sur des bases raisonnables. Et les bases raisonnables, ça n'est pas la dissuasion élargie américaine en moins bien. C'est autre chose. C'est ce qu'ils sont en train d'aller chercher. Voilà. Ça n'est pas faire payer par le budget de la Commission européenne la dissuasion française. Ça n'est pas, etc. Donc on voit assez bien ce que ça n'est pas. Il faut peut-être aller maintenant dans l'étape de qu'est-ce que c'est. Et là, il y a, pour moi, vous le disiez tout à l'heure, un sujet capacitaire britannique, notamment l'absence de moyens aéroportés qui complique singulièrement la tâche des Britanniques dans cette manœuvre. Et si on ajoute à ça la dépendance technologique vis-à-vis des États-Unis sur les missiles, ça s'ajoute. Et dans le cas français, plutôt un sujet que moi je considère comme doctrinal, qui est que si à toute question on répond, le président de la République vous le dira le moment venu s'il le souhaite, on ne crée pas forcément quelque chose de très rassurant pour nos partenaires. Donc il faut vraiment rentrer dans cette conversation avec ces deux éléments-là, ce qui est prendre du temps, mais je trouve très intéressant que le futur chancelier allemand en parle explicitement le jour de son élection, que des pays comme la Pologne, la Suède qui a une longue histoire avec le désarmement, en parle de manière très ouverte. Les Finlandais s'y intéressent, les Baltes s'y intéressent, les Roumains s'y intéressent. Les pays qui ont traditionnellement des CA disent des choses. Et pour revenir sur un point qu'Héloïse soulevait, il y a aussi un intérêt, même pour des débuts d'opérationnalisation de tout ça, qui ne sont pas très publics, très visibles, mais quand un avion ravitailleur italien vient travailler avec les forces aériennes stratégiques françaises dans un exercice, c'est un signal parfaitement clair et lu, y compris à Moscou. Quand les forces aériennes stratégiques se déploient dans le cadre d'une mission de police du ciel brièvement en Pologne, tout le monde comprend qu'elles apprennent à se déployer sur le territoire d'un allié menacé. Donc, il se passe des choses à bas bruit, et c'est bien que ce soit à bas bruit. Personne n'a besoin de sombrer dans la rhétorique poutinienne ou medvédienne de parler de nucléaire tous les 3 matins avec des menaces ridicules. Mais, en revanche, il y a pas mal de signaux qui sont envoyés. Les choses sont donc intéressantes. Mais c'est intéressant, parce que là, on est au début du process, mais
s'il n'aboutit pas, il y a quand même de fortes chances. C'est-à-dire, s'ils veulent la dissuasion américaine, même en moins bien, enfin, s'ils veulent la dissuasion élargie, ce genre de garantie de sécurité extrêmement opérationnelle, puisque, voilà, si les Russes arrivent, les Américains peuvent être là tout de suite pour nous défendre. Bon, il paraît assez clair que ça va être compliqué avec le format des forces françaises. On peut voir. Mais à votre avis, est-ce qu'il y a des pays qui peuvent se poser la question eux-mêmes je pense notamment aux pays du flanc, je pense notamment à la Pologne qui, alors mise plutôt sur une dissuasion conventionnelle, mais qui font par ailleurs beaucoup de gestes. Là, le président Duda était à Washington, ça s'est très mal passé pour lui. Il est allé chercher clairement des réassurances auprès de Donald Trump. Il s'est fait recevoir 10 minutes et une photo et au revoir, il reprend son avion. Enfin, je veux dire, il y a des pays qui sont manifestement dans une sorte d'angoisse un peu existentielle sur le départ américain. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on arrive, parce qu'on est aussi dans un état de délitement un peu du système de non-prolifération, en tout cas si les Américains s'intéressent moins et jouent moins, que ce soit par la carotte ou le bâton, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des pays qui se relancent là-dedans ? Je suis sûr que là, on rentre un peu dans les supputations, donc on va peut-être pas prendre le sujet en tout cas sous le même angle, mais pour moi, il y a 3 questions qui sont posées. Il y a une question qui est la confiance dans la garantie américaine. On voit qu'elle s'érode et qu'elle est ouverte. À partir de là, les pays font leurs calculs avec les 5 hypothèses qu'on évoquait. Américain, défense antimissile, conventionnelle, français-britannique ou une option nationale ou vaguement européenne pour répondre à cette hypothèse-là. Et donc, on revient au cœur du grand débat de la fin des années 50, des années 60. C'est-à-dire, que faire, comme disait Lénine. Et il faut, d'une certaine manière, pour les Polonais, ou pour les Allemands, ou pour les Suédois, la question qui se pose est de dire comment est-ce qu'on peut faire ça ? Et il y a plusieurs manières. Les programmes nationaux restent extraordinairement compliqués à mener, d'abord pour des raisons juridiques, il faut sortir du traité de non-prolifération, on est quand même dans des pays qui respectent la règle de droit, et ensuite pour des raisons technologiques. Et même s'il y a des voix polonaises qui s'interrogent ouvertement sur l'hypothèse d'un programme nucléaire polonais, on est sur un projet à 10 ans, dans le cas d'un pays comme la Pologne, qui n'a pas d'industrie nucléaire civile, mais même si c'est un pays qui est devenu assez riche, le fait de lancer un programme nucléaire ne va pas de soi. C'est moins vrai en Suède, qui a été un pays du seuil. C'est moins vrai en Allemagne, qui a un passé d'être très avancé en matière de nucléaire, de technologie nucléaire civile, y compris dans le champ des activités d'enrichissement, etc. Mais moi, il me semble qu'au fond, ces pays vont s'interroger là-dessus, mais pas forcément faire le saut, en tout cas dans l'état actuel, même un peu dégradé de la situation. Et vont davantage se tourner vers Français et Britanniques, regarder de quelle manière il y aurait des formes d'européanisation qui restent à inventer. Il y a 40 ans de littérature et de débat sur la dissuasion européenne, mais qu'il va falloir reprendre et réexaminer. Qu'est-ce que c'est qu'une dissuasion concertée, partagée dans un contexte européen, comment ça fonctionne, etc., etc. Et donc, finalement, pour moi, on rentre plutôt dans un moment de discussion où cette hypothèse de prolifération par des alliés de l'OTAN sera une espèce de vague menace dans l'arrière-plan, à la fois pour essayer de garder les Américains et pour dire on est tellement inquiet qu'on serait prêt à faire des choses peut-être déraisonnables. Est-ce qu'on trouve un autre modèle avec entre Européens là-dessus ? Et donc c'est ça la discussion qui va se déployer maintenant. J'ajouterai un dernier élément qui pour moi est très préoccupant, mais ça j'aimerais beaucoup entendre Héloïse là-dessus, parce que pour moi c'est ce qui me préoccupe le plus aujourd'hui, c'est une Amérique qui, après avoir été le gardien du temple de la non-prolifération, non seulement n'offre plus les garanties de sécurité, ou n'offrirait plus les garanties de sécurité de manière parfaite, mais au fond dirait, mais vous voulez devenir une puissance nucléaire, mais oui, il n'y a pas de problème. Chers amis sud-coréens... Ça se paye. Alors même pas, ça se paye. Allez-y... du moment qu'on ne s'occupe plus de votre sécurité, ça nous va. Et ça, c'est quelque chose qui est un développement
du point de vue de la non-prolifération, extrêmement préoccupant parce que ça porte en germe, comme beaucoup des alliés des États-Unis sont des pays technologiquement avancés, une vague de prolifération d'une autre ampleur que celle qu'on a vue jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça, pour moi, c'est un des sujets les plus intéressants si on veut aller au fond de cette réflexion, qui est comment est-ce que les États-Unis vont se positionner par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont rester dans leur tradition, qui en fait remonte à 1946, et c'est la loi McMahon qui limitait la coopération nucléaire avec tout le monde, etc. Ou est-ce qu'ils vont passer où est-ce qu'ils vont, dans la série des révolutions trumpiennes, dire « vous faites ce que vous voulez du moment que vous ne nous coûtez pas trop cher pour vous défendre ». Dans le genre, on n'est plus les gardiens du temps, on n'est plus les gendarmes du monde, donc chacun se démerde. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec Camille sur le fait que l'option prolifération nationale est évidemment quelque chose qui, pour moi, n'arriverait qu'après plusieurs étapes qui échouent. Parce qu'on peut se rappeler déjà que les Polonais insistaient beaucoup pour faire partie des arrangements de partage nucléaire de l'OTAN. Ils peuvent se dire, l'administration Trump, ça durera 3 ans, enfin 4, mais ils ont le temps de beaucoup déliter l'OTAN. Mais il y a un espoir qu'en 2028, ce ne soit pas J.D. Vance qui soit élu, mais peut-être un président qui essaierait de reconstruire un petit peu l'OTAN. Et donc, dans ce cas-là, on irait vers un déploiement d'armes nucléaires américaines en Pologne. Il y a aussi effectivement l'option de cette dissuasion proposée par la France et le Royaume-Uni. Donc je pense qu'ils insisteraient beaucoup pour avoir justement des armes nucléaires françaises déployées en Pologne. Pour l'instant, ça ne me semble pas du tout être une option considérée par la France, mais en tout cas, c'est possible qu'ils se sentent plus rassurés en fait par quasiment ce totem concret de la dissuasion nucléaire qui ne se traduit pas forcément par une réelle efficacité de la dissuasion, mais en tout cas, ça permet d'avoir une traduction concrète et ensuite, effectivement, peut-être un programme national. Mais Camille disait 10 ans, je pense que ça prendrait encore plus de temps pour que la Pologne développe une arme nucléaire nationale. Puis surtout, vous ne pouvez pas à la fois avoir des milliers de tanks et puis une arme nucléaire. C'est un petit peu comme la France. À un moment, il faut quand même choisir entre les deux. Voilà. Ils ont choisi les tanks, nous on a choisi le nucléaire. C'est assez clair. Et on a quand même une des forces conventionnelles robustes pour l'épaulement entre la dissuasion et les forces conventionnelles en France. Et on y arrive parce qu'on a quand même beaucoup plus de moyens que la Pologne. Mais moi, il y a en plus effectivement des États-Unis qui risquent en fait de ne plus du tout s'investir dans ces forums internationaux. On peut se rappeler que c'est quand même Donald Trump qui a mis fin à l'accord sur les forces nucléaires intermédiaires. Là, après, il avait des bonnes raisons de le faire. Les Russes, c'est des accords qui limitaient les missiles de portée intermédiaire entre la Russie et conventionnelle et nucléaire. Alors les Russes déployés en Europe. Les Russes avaient effectivement des programmes assez suspects. Donc après, Trump s'en est servi pour quitter le FNI. Mais il y a un désintérêt effectivement très fort des Américains, enfin de l'administration Trump sur ces questions-là. Sur le JCPOA, par exemple, actuellement, la France n'a pas d'interlocuteur américain. Si on veut parler de questions techniques relatives à la non-prolifération en Iran, on sonne au State Department ou au DOD, il n'y a personne. Trump, poussé par Elon Musk, a licencié une partie des employés de la National Nuclear Security Administration avant de se rendre compte le lendemain qu'en fait, ils étaient très importants et donc il a essayé de les réemployer, enfin de les réembaucher. Donc il y a vraiment un amateurisme en fait de cette administration qui peut causer d'énormes dégâts dans les forums internationaux où il y a un certain niveau de technicité qui est requis. Et puis, effectivement, une sorte d'isolationnisme, pas forcément le bon terme, mais qui peut pousser les États-Unis à se dire bon, moi, c'est pas très grave, après tout, la France a proliféré dans les années 50-60, ça s'est pas si mal passé, peut-être que maintenant, on peut laisser la Corée du Sud et l'Arabie Saoudite le faire. L'Inde et le Pakistan ont tous les deux des armes nucléaires et on n'a pas encore sombré dans l'apocalypse, c'est donc que ça n'est pas si... Est-ce qu'il faudrait pas un peu plus d'armes nucléaires? Mais pour moi, il y a un dernier point relatif justement à la dissuasion nucléaire en Europe et à cette proposition française, ou en tout cas l'idée française. Pour moi, c'est plus en fait, ce qui m'inquiète, c'est plus la montée des partis d'extrême droite et d'extrême gauche anti-OTAN et anti-défense européenne en Europe. Parce que quand justement le président Macron a répondu à cette question en Suède, faut se rappeler que la citation a été reprise par un journal français
légèrement modifié et que ensuite le communiqué a été, l'article a été modifié, mais avant ça, des députés à la fois de LFI et du RN ont repris les propos, l'ont complètement déformé et ont affirmé que le président Macron voulait vendre les armes nucléaires françaises à Ursula von der Leyen. Et il y a eu énormément en fait de désinformation, je pense qu'on peut poser le mot, autour de cette dimension européenne de la dissuasion nucléaire, française. Pareil. En Allemagne, la poussée de l'AfD lors des dernières élections n'est pas très rassurante. C'est intéressant de voir cette évolution de la gauche là-dessus, qui est quand même passée de « il faut plus d'armes nucléaires » à « en fait c'est les nôtres et on les garde ». Ouais. Je peux dire que hier soir encore, Jean-Luc Mélenchon a publié un billet de blog en disant faut pas être vitrifié pour Berlin, ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant comme moment, quoi. Mais comme de choisir ce moment pour écrire ça et en plus pour écrire un truc qui, faut l'ouvrir. Il dit il faut en discuter au lieu de dire qu'on mourra tous pour Berlin. Bah oui, on l'a pas dit de toute façon. Tout le monde projetait de discuter. Il y a quand même l'échéance de 2027 en fait en France. Ce qui effectivement pose une question, parce que quand les Français font les malins sur la dissuasion américaine qui serait plus aussi fiable qu'auparavant, on nous dit quid de vos élections qui sont dans pas si longtemps. Donc il y a une vraie question qui est de l'ordre de la politique, qui est posée en se demandant si une présidente Le Pen, par hypothèse, que vaudraient les promesses ou les engagements pris par la France dans un contexte de ce type-là. Moi, je crois que ce qui est fondamental là-dessus, c'est effectivement de réfléchir en réalité d'inventer à quoi pourraient ressembler ces arrangements. Parce que ça ne peut pas être les arrangements avec les États-Unis et ça ne peut pas être non plus juste la dissuasion française et on vous préviendra si ça marche ou si ça ne marche pas le moment venu. On doit être dans quelque chose de plus sophistiqué. Ce que je veux dire, c'est qu'on va devoir se poser la question en ces termes-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit nos intérêts vitaux ont une dimension européenne, ce qu'on dit effectivement sous des formes diverses depuis 1972 et sous des formes assez claires depuis une dizaine d'années. Comment est-ce que cette phrase-là peut s'opérationnaliser non pas dans un contexte de crise, mais au jour le jour. Dans un contexte de crise, chacun en verra. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a des formes de coopération qui sont à même de rassurer des alliés, mais qui ne veulent pas dire qu'on leur dise voilà, on va mettre un gros bouton pour qu'on puisse appuyer tous ensemble, parce que ce sera beaucoup mieux s'il y a un bouton avec 27 boutons ou 32 boutons, ou je ne sais pas quoi. Donc il faut vraiment essayer de réfléchir à tout ça. Ça pose aussi la question de la France par rapport au groupe des plans nucléaires à l'OTAN, parce que pour la grande majorité des pays européens, c'est là qu'ils forment leur culture nucléaire, c'est comme ça qu'ils comprennent les arrangements. Et donc notre abstention au groupe des plans nucléaires, on n'y a jamais été, c'est pas un truc dont on s'est retiré, on n'y a jamais été. Et notre, d'ailleurs, honnêtement, incompréhension sur ce qui s'y passe, fait que on est parfois un peu inaudible, parce que quand on dit ce serait bien d'avoir cette conversation, ils disent oui, mais vous savez, on l'a, sauf que vous voulez pas venir. Donc il y a plein de questions qui nous sont posées dans le contexte mouvant des positions américaines. Mais il me semble qu'on peut tout à fait reposer cette conversation un peu calmement, en espérant qu'elle ne sera pas posée d'une manière extrêmement brutale, soit par une crise, soit par une décision américaine prise sans concertation. Parce que, au fond, la demande de nos partenaires européens, elle est légitime. La situation est dégradée, vous dites que vos intérêts vitaux ont une dimension européenne, vous dites que... comment ça marche ? Et au fond, on va être, à mon sens, rentré dans cette conversation avec... vraisemblablement pas le choix de la prolifération au sens le plus classique, mais avec l'ombre de cette hypothèse si nous sommes collectivement incapables de répondre aux questions posées. Et si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Merci beaucoup à tous les deux. Donc pour cette question qui va de toute évidence... d'ailleurs on ne sait pas, peut-être que ça va se calmer, peut-être que les Américains vont se décider à donner des gages de réassurance, mais ça paraît pas quand même en prendre le chemin et disons que chaque sortie trumpienne donne quand même un petit coup de boutoir dans la confiance collective en la garantie américaine. Merci beaucoup.
C'était donc le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout comme notes et appréciations et 5 étoiles et tout ça sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.